Face à l'exploitation effrénée des ressources de notre planète, que laisserons-nous à nos enfants? Face à la cupidité de certains, face à l'inconscience ou au désintérêt des autres, quelle solution apporter? S'il appartient d'abord à ceux qui nous gouvernent d'apporter une réponse, c'est aussi à chacun de nous de prendre conscience et d'agir comme nombre de personnes, d'associations et d'entreprises éco-responsables, souvent très inventives, qui ont pris les devants. Nous allons maintenant découvrir dans ce premier volet quelques-unes de ces nombreuses initiatives à travers le monde, en commençant par l'écotourisme. Son principe est simple, faire découvrir des écosystèmes tout en faisant bénéficier la population locale directement ou indirectement des retombées touristiques. Une bonne raison pour elle de prendre soin de ce qui la fait vivre. Premier exemple en Polynésie, où les baleines et les dauphins assurent quotidiennement un spectacle à guichet fermé. Dans ces îles, l'écotourisme lié à l'observation des cétacés est en nette progression, d'où l'importance pour cette association de sensibiliser les opérateurs touristiques et les visiteurs. Cette démarche de collaborer avec les prestataires nous permet de sensibiliser les enfants et les adultes à la protection des baleines et à la protection de l'environnement. Et maintenant, suivez le guide. Le guide d'approche des cétacés. Un peu de lecture pour tous ceux qui sont concernés par l'observation de cette vie sauvage. Bonnes pratiques et réglementations en cours sont au programme, car la rencontre avec les précieux occupants du sanctuaire des cétacés demande quelques connaissances et un peu de finesse. Et pour ces baleines, heureusement, la pêche, c'est presque de l'histoire ancienne. À Madère, archipel qui semble avoir jailli de l'océan Atlantique, il existe un musée qui lui est consacré. Au programme, animaux naturalisés, authentiques embarcations et galeries de portraits des héroïques pêcheurs locaux. Mais le conservateur des lieux s'inquiète aussi de la préservation des cétacés. La conservation ne concerne pas que les scientifiques, c'est une institution. Elle doit impliquer les voyagistes spécialisés, les écoles et le public en général. Piloté depuis ce musée, un projet de conservation a vu le jour. Guidés par des dauphins, des spécialistes viennent observer régulièrement sur place ce spectacle grandiose que nous devons sauvegarder à tout prix. En France, en Camargue, la protection des espèces et des sites naturels n'est pas une idée en l'air. Il y a quelques années, le Conservatoire du littoral a même reconverti l'ancienne saline. L'étang du Fangassier est un étang qui fait 500 hectares, qui jusqu'au milieu des années 2000 servait à l'exploitation du sel pour l'industrie chimique et qui a été acheté donc, par le Conservatoire du littoral en but de le protéger. Parmi les 20 000 hectares aujourd'hui préservés, il y a le magnifique site de la Belugue. Cette réserve ornithologique, qui héberge des colonies de flamants roses par dizaines de milliers, est leur unique lieu de reproduction en France. Et si parents et poussins sont à l'abri des prédateurs, le tourisme y est bien réglementé afin que ce trésor de la nature profite aussi aux générations futures. Déployons nos ailes et survolons la Guadeloupe aux Antilles françaises, entre Basse-Terre et Grande-Terre, là où se trouvent les forêts marécageuses, les marais herbacés, mais pas seulement. Nous allons entrer dans la plus grande nurserie de poissons et crustacés de la Guadeloupe, la fameuse mangrove. Ses racines aériennes nous offrent entre terre et mer un spectacle étonnant. Mais nous sommes là surtout dans une réserve naturelle aux fonctions écologiques essentielles. C'est nécessaire pour la respiration de ces arbres-là dans la mangrove. La mangrove, avec ses différents palétuviers, forme un écosystème riche, mais aussi une barrière naturelle contre les caprices de l'océan. Un sentier de découverte permet de sensibiliser les touristes sur l'enjeu de cette protection. Au nord de la Bretagne, dans le Finistère, se trouve la forêt de Saint-Maurice et son abbaye. Un lieu qui inspire le respect, mais qui accueille sous son toit de drôles de paroissiens. À Saint-Maurice, le Conservatoire du littoral a acheté 118 hectares de terrain, une ancienne abbaye cistercienne, un bâtiment dans lequel on a restauré les combles et préparé une pièce spécialement pour les grands rhinolophes. Les grands rhinolophes sont de rares chauves-souris
que les visiteurs peuvent observer grâce à 2 caméras infrarouges situées dans les combles. Ces locataires peu communs furent découverts lors de la rénovation. Le projet fut alors ajusté afin de respecter leur habitat. Depuis, ils sont devenus une vraie attraction touristique et pédagogique. En Afrique, dans le delta du fleuve Sénégal, au nord de Saint-Louis, le parc national de Djoudj voit débarquer quotidiennement son lot de visiteurs attirés par un spectacle étonnant. Inscrit au patrimoine mondial, ce parc est l'une des plus belles réserves ornithologiques au monde qui compte des centaines d'espèces et des millions d'oiseaux. Ici, on vient assister au vol des cormorans, des flamants roses et des hérons, mais surtout au foisonnement incroyable de la population de pélicans, l'attraction locale. Le parc est un exemple d'espace naturel protégé, particulièrement réussi, et les villageois des alentours en mesurent aujourd'hui les retombées économiques favorables. Le Djoudj, d'une exceptionnelle richesse, est un véritable écosystème qu'il était temps de préserver. Autre continent, au Costa Rica, un jeune couple passionné par la nature a acquis 20 hectares pour construire un écolodge uniquement avec des matériaux recyclés. Dans ce petit paradis, tri sélectif, énergie solaire et récupération des eaux de pluie sont au programme. Le sentier de découverte qu'ils ont tracé permet aux visiteurs d'admirer la biodiversité extraordinaire qui les entoure et l'importance de son respect. Plus de 90% du personnel vient du village voisin. Nous achetons chez eux les produits naturels, les fruits et les légumes pour notre restaurant. Et nous proposons à nos clients de visiter leurs exploitations. Ce lodge est aussi très fréquenté par les adeptes du kayak et du rafting qui raffolent de la nature sauvage. Nous partons maintenant en direction d'une des plus grandes îles au monde, Madagascar. Ici, lentement mais implacablement, la forêt primaire part en fumée. En cause, les feux allumés par les agriculteurs pour gagner du terrain et l'exploitation forestière. Fort heureusement, une association malgache très impliquée dans la lutte contre la déforestation a développé un écotourisme très actif. Ces recettes lui ont permis d'engager quelques gardes pour veiller sur la forêt. Dans la canopée, au sommet des arbres, vivent les Indri-Indri, les plus grands des lémuriens, une espèce mise en danger par le braconnage et la déforestation. De nombreux chercheurs viennent pour étudier la biodiversité de cette forêt, riche en multiples espèces d'orchidées, de fougères, mais aussi de caméléons, de batraciens et bien sûr, de lémuriens. Et donc, à Madagascar, la protection des lémuriens a permis de créer des emplois de guides et de gardes qui veillent sur ce capital fragile et inestimable. Comme ici, dans le parc national de Ranomafana, une forêt primaire est l'une des dernières réserves de lémuriens. Adorés des enfants et des touristes, les lémuriens, ces petits animaux arboricoles peu farouches, aux grands yeux et aux regards tendres, sont le symbole de l'île. Partons en Asie pour le Laos, près de Luang Prabang. Bienvenue au village des éléphants. Ici, des hommes qui ne supportaient plus de voir maltraiter ces animaux par les exploitants forestiers les ont recueillis et ont eu l'idée astucieuse et originale d'organiser des trekkings à dos d'éléphants pour les touristes en mal de sensation. Et ça marche. Mais ces hommes passionnés d'écotourisme veulent que leur aventure profite à l'économie du village. Pour gérer les 12 pachydermes, ils créent 30 emplois. Pour les nourrir, les voisins agriculteurs fournissent les 200 kilos de végétaux nécessaires par éléphant et par jour. Le village des éléphants s'est bâti un vrai patrimoine et sa rentabilité profite même à l'école. Voilà un bel exemple d'écotourisme et de développement durable. Au nord de la Thaïlande, près de Chiang Mai, les forêts humides près de la frontière birmane sont un peu le paradis et le refuge des éléphants. Dans cette jungle, depuis une quinzaine d'années, une jeune femme se bat pour la préservation de cet animal dont il ne reste plus que 4000 spécimens dans tout le pays. Avec son équipe, elle a créé un sanctuaire pour protéger et soigner des éléphants blessés ou tout simplement usés par les mauvais traitements, ici aussi infligés par les exploitants forestiers. Ce parc financé par les touristes de passage permet au pachyderme de retrouver de nouveau goût à la vie. L'action de maman éléphant, comme l'appelle son entourage, est maintenant reconnue au-delà des frontières. Toujours au nord de la Thaïlande, non loin de Chiang Mai,
des volontaires venus d'horizons divers participent à une initiative originale pour protéger les forêts humides de la région, un atout touristique indéniable. Pendant des années, le patrimoine forestier a été sacrifié au profit du développement économique. Aujourd'hui, ce projet de reforestation prévoit de planter chaque année 16 hectares d'essences variées et de bois durs comme le teck ou le palissandre. Mais le travail ne s'arrête pas là, car il faut également protéger les arbres, et pour cela, les idées ne manquent pas. Dans ce pays profondément bouddhiste, pour éviter l'abattage, certains ont eu l'idée d'entourer les arbres d'un morceau de tissu orange, à l'image des tuniques des moines très respectés en Thaïlande. Ainsi, de nombreux hectares ont pu être sauvés, et cette forêt précieuse renaît progressivement. Descendons au sud de la Thaïlande, à Ban Thai Lenok, un village côtier victime du tsunami de 2004. Aujourd'hui, les touristes de passage sont accueillis par Miss Cha, qui a eu l'idée d'organiser un tourisme communautaire. Elle reçoit les voyageurs et leur attribue des chambres chez l'habitant. Les villageois, qui se font guides pour la circonstance, sont heureux de montrer leur univers et font découvrir la traditionnelle récolte du caoutchouc. Pour tous, c'est l'occasion d'une rencontre et un petit moyen de subsistance. Naturellement, ils racontent le désastre qu'ils ont subi et les ravages sur la nature. Mais cette population digne, à l'esprit positif, parle volontiers d'avenir. L'école nouvellement construite sur la colline est leur fierté et le signe d'un bonheur retrouvé. Madère tire son nom d'un mot portugais qui signifie le bois, car dans cette douceur subtropicale, en plein océan Atlantique, se trouve la plus grande forêt de lauriers primaires du monde, un héritage de plusieurs dizaines de millions d'années, et pour surveiller ces 15 000 hectares de vestiges, les rangers sont à l'œuvre. Cette Erica arborea est très importante pour la forêt, parce que lorsque le brouillard vient ici à l'intérieur, il capture l'eau et l'eau rentre dans le sol. Cette forêt très appréciée des touristes possède une biodiversité abondante. Riche de dizaines d'espèces endémiques de plantes et d'animaux, sa conservation est une priorité pour l'île. Si le développement durable passe par la protection de la nature, il passe aussi par l'agriculture. Trouver un équilibre entre ce que la terre peut fournir durablement et les profits qui en sont tirés. L'appauvrissement des sols demande toujours plus d'engrais, entraînant des rendements décroissants, et l'utilisation des pesticides pollue les nappes phréatiques. La monoculture intensive détruit progressivement les propriétés physico-chimiques des sols, et surtout, elle se développe par la déforestation massive. Mais des solutions existent, et ce ne sont plus des projets, mais bien des actions sur le terrain. Premier exemple. Nous voici au Brésil. Faire pousser des courgettes et des bananes ensemble peut paraître incongru. C'est pourtant ce que fait un Français avec des paysans locaux. C'est de l'agroforesterie. Des légumes et des arbres fruitiers sur la même parcelle. Ce qu'on essaie de faire, c'est dans les communautés avec qui on travaille, c'est d'installer des petits systèmes d'observation, où chacun amène son savoir-faire, son expérience, ses réflexions par rapport à ce qu'il observe, et à partir de là, reproduit dans ses propres plantations ce qu'il a pu apprendre ou observer. Et dans les communautés voisines, il a ainsi aidé les agriculteurs à développer leur propre agroforesterie. Ce principe de culture mixte, comme ici l'EVA et le maïs, permet d'augmenter les revenus tout en évitant l'érosion des sols. À Madagascar, si la déforestation est un problème, la dégradation des sols en est un autre, qui prend une ampleur préoccupante. Alors, même mot, même remède, l'agroforesterie. À Madagascar, l'érosion est un réel problème. L'agroforesterie aide les gens à stabiliser le sol. Dans la région d'Itasie, une ONG porte un projet qui va permettre de former 1200 familles à l'agroforesterie. Les plantations de manguiers et de litchis sur des terres agricoles offrent non seulement une faible pression sur l'environnement, mais également une source de revenus non négligeable pour les exploitants. Bientôt 900 hectares de terres dégradées seront restaurés grâce à la plantation de 500 000 arbres fruitiers. Au Sénégal, au sud de Dakar, un ingénieur français a initié les paysans locaux à l'agroforesterie. Toujours le même but, stabiliser les sols et générer des compléments de revenus. Ici, dans la région de Siné Saloum, les noix de cajou sont très prisées et la croissance de chaque arbre doit être suivie. Naturellement, les essences sont choisies pour être adaptées à la demande locale. La formation des agriculteurs à une bonne gestion est un grand pas dans le développement durable des régions peu favorisées. À l'heure des palabres, tout le monde se retrouve à l'ombre d'un grand arbre pour définir avec un ingénieur agronome
quelle essence choisir pour les mises en terre à venir. Au sud du Bénin, une petite ONG a décidé de partager ses connaissances en matière de protection de l'environnement avec des enseignants. Ceux-ci ont pour mission de transmettre le message auprès des jeunes générations. Donc tout peut être obtenu dans la vie, il suffit de savoir s'y prendre. Ici, les anciens transmettent leurs expériences et leurs connaissances dans l'agriculture. Les uns révèlent des pratiques traditionnelles oubliées comme l'usage des plantes médicinales. Les autres expliquent l'intérêt de planter des arbres fruitiers et des légumes plutôt que de les importer. Chacun insiste sur la déforestation dévastatrice qui n'épargne que les forêts sacrées ou classées. Cet enseignement original prépare, espérons-le, le bon comportement de demain. Au nord de la Thaïlande, un jeune Français a initié un projet de ferme expérimentale destiné à former de petits agriculteurs à de nouvelles techniques dans le respect de l'environnement et des traditions. Ici, chacun peut venir cultiver gratuitement une parcelle de terre selon des règles bio. On est orienté vers une banque de semences de terrain, une banque de semences paysannes, où on encourage les agriculteurs à planter différentes variétés de riz et puis à les échanger entre eux. Le but de cette exploitation, aider ces paysans à tracer une voie durable basée sur une agriculture qui correspond à leurs besoins. Cette année, les villageois ont célébré pour la première fois depuis longtemps la récolte du riz. Un premier succès pour cette initiative qui prouve que l'innovation peut être efficace et respectueuse de l'environnement. Restons en Thaïlande où traditionnellement la culture de l'EVA se pratique au sud du pays. En revanche, au nord-est, le climat et la terre sont bien différents. Le déboisement orchestré pour favoriser la culture du riz durant des décennies a fini par appauvrir les sols. C'est la raison pour laquelle l'EVA-culture y est favorisée, afin de diversifier les revenus des paysans de la région. Des ingénieurs français ont entrepris des recherches qui ont permis aux autorités locales de mettre en place une politique de reboisement. En retrouvant son équilibre naturel, la terre va permettre aux paysans d'avoir un avenir meilleur. Au sud du Laos, c'est la noix de Malva qui est un produit essentiel à la survie économique des populations. Utilisée en médecine et en pharmacie, elle est devenue l'or noir de la région. Malheureusement, sa surexploitation anarchique a conduit certains à couper les arbres pour récupérer les noix sans imaginer l'avenir. L'espèce ne poussant que naturellement, un désastre était programmé. Une ONG a alors réuni les autorités et les populations locales pour créer dans chaque village un groupe en charge de la récolte des noix de Malva, de sa vente et une répartition équitable des bénéfices. Aujourd'hui, les villageois ont le contrôle de leurs principales ressources et la situation écologique est stabilisée. En Corse, cette île française bien connue, la ressource n'est pas la noix de Malva, mais la châtaigne. Dans cette région plantée de châtaigniers, la Castagniccia, une association de gestion forestière a entrepris de restaurer les châtaigneraies à l'abandon. Ce projet proposé aux nombreux propriétaires mêle élevage, agriculture et entretien des châtaigneraies. Aujourd'hui, défrichage et grève des châtaigniers sont au programme. L'intérêt de greffer les châtaigniers, c'est en respect pour nos anciens, essayer de nous perpétuer, pérenniser des variétés ancestrales pour les générations futures. Le châtaignier, surnommé l'arbre à pain, qui nourrit les hommes depuis des siècles, produit les fameuses châtaignes qui, une fois transformées, donneront de la farine ou de délicieux marrons glacés. Autre culture fameuse, au Brésil, le cacao. Nous sommes au sud de Bahia, sur les rives de Rio de Contas. C'est ici que Hugo, un Français installé au Brésil depuis plusieurs années, a eu la bonne idée de reprendre une exploitation abandonnée. Avec 5 familles locales, il a relancé la production d'un cacao biologique sur une parcelle de 15 hectares. Sur ces terres, il pratique la culture, la cueillette et le séchage des fèves de façon très artisanale. Bien sûr, rien ne peut arrêter ce passionné, même pas la construction de sa maison écologique. Il s'est fixé pour but d'enseigner l'agroforesterie à ses amis et voisins agriculteurs et de bâtir sa propre fabrique de chocolat. Autre île, mais dans l'océan Indien, celle de Ceylan, aujourd'hui appelée Sri Lanka, où la récente monoculture du thé importée par les Anglais en 1815 n'est pas sans poser des questions environnementales. Résultat, sur les versants montagneux de l'île, les plantations courent à perte de vue.
Mais les femmes tamoules, qui récoltent les précieuses feuilles, gagnent peu et l'environnement subit les effets néfastes des engrais et des pulvérisations des pesticides. Pour faire évoluer ces pratiques, des ONG ont mis en place des chartes basées sur des aspects environnementaux, sociaux et économiques dont le respect par le propriétaire est indispensable pour obtenir une certification. Ainsi, la protection des écosystèmes et l'amélioration du niveau de vie des employés s'inscrivent peu à peu dans une politique nouvelle de développement durable. Au Costa Rica, ce n'est pas le thé qui règne, mais le café. Regardez bien cette plantation, c'est l'une des plus grandes du pays. Elle a été certifiée par un organisme spécialisé et fait l'objet de contrôles gouvernementaux car elle répond à des normes sociales et environnementales bien définies. Interdiction d'utiliser des désherbants, les cosses de grains de café vont au compost et les eaux de lavage sont régénérées. L'usine a été totalement sécurisée et les ouvriers reçoivent des primes en fonction des résultats de la récolte. La plantation a tissé des liens très forts avec la communauté locale. Elle est devenue à la fois l'employeur et le moteur du développement économique, social et culturel. À Tahiti, une autre culture domine, la vanille. Parmi les nombreuses espèces d'orchidées qui poussent, c'est la plus célèbre. C'est aussi la seule orchidée à être cultivée non pas pour la décoration, mais pour sa consommation. L'originalité de cette vanille vient pour beaucoup du savoir-faire des cultivateurs. La fécondation, par exemple, se fait à la main, fleur par fleur. Concernant la vanille de Tahiti, j'ai fait le choix de ne pas utiliser de produits chimiques parce que c'est un produit noble qui mérite justement la meilleure attention pour la clientèle. Autre singularité en Polynésie, les gousses de vanille sont récoltées mûres et ce parfum unique n'est obtenu qu'après le travail des préparateurs. Ce produit délicat et précieux, réputé pour sa texture et son arôme, fait partie intégrante du patrimoine polynésien. Retournons à Madère, une île qui ressemble à un immense jardin exotique. Son climat d'une douceur exceptionnelle et son sol volcanique permettent à l'aloe vera, plante facile d'entretien, de s'épanouir. Réputé pour ses vertus thérapeutiques et cosmétiques, un couple en fait aujourd'hui l'exploitation. Nous aimons l'aloe vera parce que ça ne nécessite pas de fertilisant. Ça s'adapte très bien au terrain. Et avec un arrosage et un contrôle des semences réguliers, ça pousse très bien. En récupérant au départ d'anciens plants abandonnés dans des jardins, puis en développant plusieurs plantations, ils ont bâti une exploitation florissante qui génère des emplois. Voici une addition simple à énoncer mais difficile à équilibrer. Biotope plus biocénose. Eh oui, biotope plus biocénose égale écosystème. Le biotope concerne l'univers minéral et le végétal qui lui est associé. La biocénose concerne l'univers animalier qui l'habite. Le défi d'aujourd'hui consiste à trouver des équilibres durables dans toute la chaîne alimentaire grâce à un biotope stable et un prélèvement raisonnable des espèces ayant un intérêt commercial. Un autre défi, faire respecter la liste des animaux protégés victimes du braconnage, comme le rhinocéros abattu uniquement pour sa corne. Et le végétal n'est pas épargné. La conservation des forêts primaires est une urgence, comme la luxuriante mais fragile forêt équatoriale. Repartons pour le Sri Lanka, où nous étions allés pour la culture du thé. Cette fois-ci, rendons-nous sur le littoral pour la pêche. Dans la région de Maduganga, le poisson se raréfie et les pêcheurs ont vu leurs revenus baisser sensiblement. En cause, la surpêche. Certains d'entre eux se sont alors tournés vers l'aquaculture, une alternative appropriée qui permet une gestion durable et de meilleurs revenus. Ici, on élève généralement le bar, très apprécié en Europe, le tilapia, une sorte de carpe exotique, et le poisson lait, le chanos, qui peut atteindre une longueur de plus de 1 mètre. À Maduganga, la qualité de l'eau est idéale pour l'aquaculture, et aujourd'hui, le bar et le tilapia sont élevés de manière durable dans l'estuaire et ouvrent une nouvelle voie pour le Sri Lanka. Autre expérience au Maroc sur la mer d'Alborane, dans la partie occidentale de la Méditerranée, flotte un parfum de reconversion chez les pêcheurs palangriers de la région. Pour se passer des dangereux filets dérivants qui ratissent tout sur leur passage, les pêcheurs locaux ont adopté une nouvelle technique beaucoup plus sélective, les nasses en alpha. Ces nasses végétales alimentées par des appâts sont étalées sur 100 mètres et sont reliées entre elles par une corde supportée par des bouées. Cette technique est légale et offre enfin une pêche raisonnée.
car ces beaux filets verts à grosses mailles, que sont les filets dérivants, sont responsables de la mort de milliers de poissons, de tortues et de dauphins. Toujours au Maroc, sur la côte méditerranéenne, cap à l'est du détroit de Gibraltar. Nous sommes dans le parc national d'Al Hoceima. Ici aussi, les pêcheurs locaux ont décidé de préserver leur zone côtière des filets qui balayent et détruisent aveuglément les fonds. Et ils ont trouvé la solution. En coulant dans les fonds des plots en béton armé, ils empêchent ainsi les filets de ratisser. De forme cubique et creuse, ces plots servent également d'abri aux alevins et favorisent ainsi le repeuplement des poissons. Ce parc, qui s'étend sur 800 km², est riche d'une faune exceptionnelle. Une fois les aires marines protégées et les ressources naturelles mieux gérées, le développement économique et la biodiversité s'en trouvent assurés. Autre exemple de préservation du milieu marin, au sud du Sénégal, l'aire marine protégée de Bambong, le paradis du pélican gris et du héron Goliath. C'est une réserve de plus de 7000 hectares qui a été créée pour préserver durablement les écosystèmes côtiers et marins. Cette immense mangrove abrite de nombreuses espèces de poissons qui se reproduisent entre les racines des palétuviers. La pêche y est formellement interdite et seuls les crabes et les martins pêcheurs échappent à la règle. Si vous vous y rendez, c'est en pirogue que vous naviguerez sous l'œil vigilant d'anciens pêcheurs devenus gardiens de ce havre de paix. Pour sauver ce sanctuaire de la surexploitation, une sensibilisation permanente de la population locale a permis une gestion durable de l'environnement. Après les océans, les forêts. Au Brésil, participer à la conservation de la forêt atlantique, voilà la mission que s'est donnée un jeune Suisse, champion de surf, avec son ONG. Il commence par racheter une exploitation agricole, engage des paysans locaux et interdit la culture sur brûlis. Puis, il réunit les communautés des environs et les implique dans tout son projet. On doit entretenir les clôtures et empêcher les gens mal intentionnés d'entrer dans la forêt pour voler du matériel et du bois précieux. Cette forêt est l'une des plus riches au monde par sa biodiversité. Aujourd'hui, biologistes et géologues aident à construire un projet durable. Quant aux paysans qui autrefois brûlaient la forêt, ils assurent à présent sa protection. Au Guatemala, cette scierie, comme la plupart des scieries, est une entreprise moderne qui a reçu les certifications exigées par le gouvernement. Ces produits sont labellisés car elle n'utilise que des essences d'arbres certifiées durables. Quand nous vendons du bois, nous établissons un certificat comme celui-ci. Comme ça, chacun peut voir le numéro de traçabilité et comprend que c'est du bois certifié. Lorsque nous vendons des produits finis, nous utilisons une étiquette où l'on retrouve le volume des pièces de bois et le numéro. Dans la scierie, zéro déchet. Le bois est séché grâce à une chaudière alimentée par les chutes. Les écorces et la sciure sont revendues. Enfin, pour éviter toute tentation de fraude, le gouvernement et l'organisme de certification font régulièrement des inspections. À l'est du Laos, les aires protégées d'Innamno constituent un site exceptionnel inscrit au patrimoine mondial, un trésor de biodiversité, mais aussi ethnique et historique. Cet immense réseau karstique, constitué de falaises et de rivières souterraines, se prolonge jusqu'au Vietnam. Aidé d'une ONG, l'État a mis en place un type de protection originale qui implique les villageois. Il leur distribue des terres cultivables, finance des routes et des écoles, mais en contrepartie, il leur confie la responsabilité de la protection de l'environnement, comme ces immenses forêts qui prennent naissance au pied des falaises. Voilà des échanges de bons procédés, efficaces et durables. Nous sommes maintenant à la frontière entre la Thaïlande, le Cambodge et le Laos, là où la rivière Songkhram rejoint le Mékong. Ici, il y a des années, la rivière affleurait les forêts et les poissons y trouvaient un biotope idéal. Mais petit à petit, les rizières ont remplacé les forêts et en pleine mousson, quand tout est inondé, le poisson se fait bien rare. Les plaines inondables du bassin hydrographique du Mékong constituent un réservoir de biodiversité indispensable pour la survie des populations riveraines. Celles-ci, qui vivaient de la pêche depuis toujours, se sont mobilisées auprès des autorités. Résultat, ils ont obtenu des zones de reboisement et des espaces aménagés en zones piscicoles protégées. Au sud de la Thaïlande, la nature est particulièrement luxuriante et ce biologiste lui consacre sa vie.
Au quotidien, il conseille et soutient les comités de villageois qui se mobilisent pour protéger cet environnement qui les fait vivre. Dans la région de Ranong, des projets d'aménagement détruisent les berges de nombreuses rivières. Ici, une espèce endémique de nénuphar est devenue un véritable symbole de la lutte des villageois. Cette plante rare est montrée aux jeunes afin qu'ils comprennent l'intérêt de sa conservation en particulier et des écosystèmes en général. Car préserver la nature, c'est aussi préserver la vie de ceux qui vivent près d'elle. À l'est de Madagascar, sur l'île de la Réunion, les écosystèmes des forêts semi-sèches, comme ici celle de la Grande Chaloupe, sont en voie d'extinction. Depuis 2 ans, des actions sont menées par des scientifiques contre une menace très grave, le développement incontrôlé de plantes exotiques envahissantes, véritables nuisibles qui mettent en péril la biodiversité locale. Sur le projet, on va représenter jusqu'à 45 espèces. Le but est d'en avoir un nombre d'espèces qui soit le plus large possible pour représenter au mieux la forêt d'origine et pour obtenir un milieu qui soit fonctionnel écologiquement. Comme dans le monde entier, la lutte contre les espèces invasives et la réintroduction d'espèces végétales indigènes sont essentielles si nous voulons que nos enfants connaissent une biodiversité aussi riche qu'avant. Au Sénégal, l'eau est l'un des biens les plus précieux. À la fin du siècle dernier, pour lutter contre les sécheresses catastrophiques, 2 barrages furent édifiés sur le fleuve Sénégal. L'un pour éviter la remontée des eaux de mer, l'autre pour libérer l'eau progressivement tout au long de l'année. Et la réserve ornithologique du Djoudj, un écosystème fragile, en bénéficie depuis. Cette gestion des eaux a aussi permis le développement de l'agriculture irriguée, de la riziculture et du maraîchage. Au Sénégal, la culture est aussi une affaire de femmes, comme ici, cette parcelle collective exploitée par un comité intervillageois. La préservation des milieux naturels encore intacts passe par leur protection grâce à une classification en parcs et réserves naturelles, des lieux inconstructibles où la chasse, la pêche et l'agriculture sont interdites et le tourisme réglementé. Mais il nécessite d'être sous le contrôle des autorités, appuyées par une communauté scientifique concernée. Et dans certains pays, le manque de moyens et de volonté politique ne permettent pas toujours une protection efficace. Heureusement, de nombreuses initiatives de par le monde nous donnent la voie à suivre. Et bien souvent, la communauté locale s'implique, comme ici, au Costa Rica. Sur la côte pacifique du Costa Rica, les plages de sable fin constituent une des principales zones de ponte des tortues marines. Une région très prisée par les braconniers contre lesquels la communauté d'Ostional a décidé d'agir. Pour le refuge, c'est très important de travailler avec la communauté et de vivre ici, car nous sommes complémentaires. Elle s'occupe du déblaiement de la plage, de la surveillance nocturne et aussi du comptage des lieux de ponte. Chaque année, l'espace de quelques jours, des milliers de tortues marines viennent pondre leurs œufs sur cette immense plage de sable fin de 7 km de long. La communauté d'Ostional, aidée du gouvernement, s'efforce de veiller sur cette gigantesque maternité tant convoitée. En échange d'une petite partie de la couvée qu'ils revendent, les habitants, en sentinelle, se relaient jour et nuit pour protéger les éclosions. À l'ouest et au sud de l'île de la Réunion, une réserve naturelle marine s'étend sur 3500 hectares. Sa vocation, la conservation de la barrière de corail qui offre un extraordinaire réservoir de biodiversité et un spectacle fabuleux. Une des solutions, c'est d'une part de faire de la gestion du milieu comme fait la réserve, et aussi cette partie très importante, et c'est celle qui me tient beaucoup à cœur, c'est de faire de l'information. Informer les gens du rôle de la barrière récifale, et qu'est-ce que c'est que le corail, etc. Et c'est important d'informer pour que les gens protègent. En fait, on protège que ce qu'on connaît, quoi. La gestion de ce milieu très sensible demande des connaissances scientifiques. Elle impose de limiter les pollutions agricoles et certaines activités humaines. Toujours sur l'île de la Réunion, les pêcheurs ont pris l'initiative de récupérer des tortues marines malades ou blessées par les bateaux et de les confier à une association qui les soigne et les remet en liberté. Cette association invite les enfants des écoles pour les sensibiliser. Chaque classe parraine une tortue qui, une fois soignée, retrouvera son milieu naturel et sera suivie grâce à une balise Argos. Kelonia développe des programmes dans lesquels on intègre les enfants et les professionnels de la mer, dont les pêcheurs, pour bien insister sur le fait que le développement durable est indispensable pour protéger les tortues marines qui ont une aire de répartition extrêmement large.
La revégétalisation est indispensable car elle permet le retour en ponte des tortues et les enfants sont très heureux d'assister parfois aux éclosions. Non loin de Tahiti, l'île de Moorea est elle aussi un lieu de passage des tortues marines. Elles viennent se reposer et prendre des forces avant la migration vers les lieux de ponte. L'île abrite une clinique qui a été spécialement aménagée pour accueillir et soigner des tortues malades ou blessées, soit près de 300 spécimens régulièrement touchés par des flèches de harpon ou ayant avalé des sacs plastiques. Heureusement, une centaine d'entre elles ont été réintroduites avec succès dans leur milieu naturel. Pour moi, cette initiative était très importante pour montrer aux enfants et à mes enfants qu'on peut croire en ses rêves, développer des actions et avoir un effet positif sur la planète. Car cette clinique a aussi une finalité éducative. Ici, les enfants sont invités à observer les soins apportés aux tortues afin de les sensibiliser à la préservation de l'espèce. À moins de 300 km plus à l'ouest se trouve Bora Bora, une île de rêve entourée d'un lagon turquoise et d'une splendide barrière de corail. Dans cet environnement exceptionnel, la population est très sensible à la protection d'un écosystème particulièrement fragile. Une jeune entreprise a parmi ses spécialités la restauration des récifs coralliens endommagés. Elle applique des techniques qui ont déjà fait leurs preuves ailleurs et obtient d'excellents résultats. En exerçant nos activités au sein du lagon de Bora Bora, nous contribuons activement à sa préservation. Cette équipe constituée d'aquaculteurs et de biologistes confirmés travaille ici à l'aménagement de récifs. Elle manipule délicatement les coraux sous le regard bienveillant de la faune marine. À présent, direction l'Afrique et plus précisément le Bénin, où nous pénétrons dans la forêt classée de la Lama pour découvrir l'un des derniers refuges d'un charmant petit singe à ventre rouge appelé là-bas le zinkaka. Cette sous-espèce endémique de primates arboricoles ne compte plus actuellement qu'1 millier de spécimens. L'exploitation forestière, l'agriculture et l'urbanisation ont sérieusement mis en péril ces conditions de vie. Heureusement, les ONG et les autorités locales travaillent à réduire la menace de déforestation. Elles aident au reboisement ainsi qu'à la protection des ressources alimentaires du zinkaka. Grâce à l'écotourisme, qui a permis de préserver le cœur de cette forêt, la conservation de ce petit singe, symbolique au Bénin, semble mieux assurée. Mais même dans les zones dites protégées, la pression humaine sur l'environnement reste forte. Toujours au Bénin, le parc national de la Pendjari héberge des centaines d'animaux sauvages qui y vivent en bonne harmonie. Toutefois, en période de sécheresse notamment, les éléphants en quête de nourriture et de points d'eau causent des dégâts importants dans les cultures qui bordent la réserve. Alors, avant les récoltes, les villageois des alentours, pour se débarrasser des pachydermes d'une manière pacifique, ont eu l'idée de broyer du piment et de fabriquer un répulsif puissant contre ces intrus. On met 2 bois sous le sol, on accroche un torchon imbibé du piment, ça sert à repousser les éléphants. Ainsi, ils créent une sorte de frontière autour de leur champ pour mettre fin aux conflits de voisinage. Retour au Sri Lanka où l'activité humaine a ici aussi fait perdre aux éléphants 30% de leur habitat naturel. Peu à peu, un conflit est apparu avec les hommes et beaucoup d'éléphantaux se sont retrouvés orphelins. Il y a une trentaine d'années, à Pinawala, un orphelinat fut créé pour ces petits pachydermes. Mais avec le temps, les bébés d'hier sont devenus eux-mêmes parents. La famille s'est considérablement agrandie et la mise en liberté de ces animaux dans leur milieu naturel, où ils n'ont jamais vécu, pose un véritable problème. Pour nourrir tout le monde, les autorités se sont tournées vers la manne du tourisme qui aujourd'hui contribue à entretenir le plus grand troupeau au monde d'éléphants en captivité. Retour en France, près de La Rochelle, sur le littoral atlantique. Les abeilles jouent un rôle essentiel dans la biodiversité par la pollinisation. À ce titre, la diminution de leur population a de quoi inquiéter. D'où l'idée d'un apiculteur de créer une association pour parrainer des ruches. Nous avons choisi de travailler avec une abeille locale qui s'appelle l'abeille noire et de ne plus sélectionner nos abeilles, c'est-à-dire de revenir à une apiculture ancienne et de laisser la nature faire cette sélection par elle-même. Notre démarche consiste à proposer à des particuliers, à des entreprises de parrainer des ruches et d'avoir ainsi une action très concrète liée à la sauvegarde de l'abeille. Naturellement, la gestion est assurée par l'association et chacun peut suivre sur le site internet l'évolution de sa propre ruche. Les parrains ont la joie de recevoir régulièrement leur propre miel. Maintenant, direction Paris, où une grande société de gestion financière vient de faire un investissement inhabituel. Après consultation du personnel, elle a fait appel au bon conseil et à la technique d'un apiculteur pour installer 2 ruches sur le toit de l'entreprise.
Une fois les craintes de certains dissipées, la gourmandise et la curiosité ont pris le dessus. Avec ce programme des ruches, nous sommes entreprises citoyennes. Nous faisons non seulement du bien à la planète, mais nous réjouissons le palais de nos salariés et de nos clients. J'ai vu ce coup de menthe, il est fabuleux. Cette démarche originale en ville contribue à préserver les abeilles, premiers pollinisateurs sur Terre, et à sensibiliser le personnel à la protection des espèces. Et enfin, non loin de Limoges, la commune de Javerda a décidé de réhabiliter un bois communal dévasté par la tempête de 1999. Son idée, planter des essences forestières pour favoriser le retour des abeilles. Notre projet a été de reboiser un espace naturel d'essences mellifères. L'idée étant de constituer un environnement propice à la création d'un rucher municipal pour unir l'arbre et l'abeille en faveur de la biodiversité. Les essences des arbres ont été sélectionnées avec soin pour favoriser la densification des colonies d'abeilles. Des ruches ont été installées et prochainement, un sentier d'interprétation sera ouvert pour expliquer l'impact du réchauffement climatique sur la biodiversité. La sensibilisation du public, et plus particulièrement des enfants, c'est la tâche que se sont fixés de nombreux gouvernements, renforcés par des fondations et des ONG. La réussite du développement durable passe d'abord par une prise de conscience et l'adhésion à une éthique qui entraînera des comportements vertueux. Et pour cela, de nombreuses municipalités ont commencé à créer des espaces didactiques, comme ce bel exemple en Espagne, à Barcelone. Voici en bord de mer une fondation qui est dédiée à la protection des espèces marines et à leur environnement. Sur 18 000 m², elle dispose d'une infrastructure exceptionnelle qui accueille de nombreux visiteurs. Pour nous, c'est fondamental de transmettre aux enfants la passion des mers et des océans, de leur apprendre à préserver les écosystèmes pour que l'on puisse tous vivre en harmonie sur cette planète. Une des vocations de la Fondation est d'informer et d'éveiller la nouvelle génération sur les périls qui menacent le milieu marin. Les enfants des écoles qui découvrent le centre sont très sensibles et très attentifs à la visite de la clinique. Nous leur expliquons en détail le soin apporté aux animaux et surtout l'importance de les réintroduire dans leur habitat naturel. En Polynésie française, une association sensibilise les enfants dès leur plus jeune âge à la protection du patrimoine naturel. Elle a mis au point des programmes pédagogiques axés sur l'environnement marin. L'éducation des enfants, c'est leur apprendre par des petits gestes simples, à eux, les futures générations, comment changer les choses. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de leur apprendre, nous, en les éduquant. Et c'est l'aspect gratifiant qu'on a en retour, de voir que peut-être, sur 30 enfants, on aura changé le comportement de certains et peut-être feront en sorte que les parents changent leur comportement. D'autant qu'aujourd'hui, ce sont près de 35 000 enfants qui ont été sensibilisés, et toujours de manière ludique. Située au sud de la Thaïlande, Krabi est une merveille de la nature qui attire des étudiants bénévoles venus de tous les horizons. Cet univers paradisiaque recèle un projet qui mobilise toutes les énergies, la protection de 2 écosystèmes parmi les plus menacés au monde, les récifs coralliens et les mangroves. Ces éco-volontaires encadrés par des scientifiques vont plonger régulièrement pour étudier la biodiversité des récifs et réintroduire des espèces comme les poissons clowns et les hippocampes. Ils entretiennent également les mangroves, qui sont de véritables nurseries pour la faune marine. Et pour finir, ces jeunes vont sensibiliser les enfants, car jamais ils ne quitteraient ce paradis sans penser à son avenir. Au Brésil, une école construite par une ONG locale permet à des enfants défavorisés de trouver une scolarité normale et de découvrir les richesses de la nature. Ici, on expérimente l'éducation des enfants d'agriculteurs à la connaissance des plantes. Côté cours, la récréation et côté jardin, la découverte de multiples plantes aux vertus thérapeutiques. L'important, ce sont les connaissances que mes grands-parents ont acquis. L'important, c'est de les transmettre à ces enfants, de faire prendre conscience de la richesse de ces plantes pour les gens qui en ont besoin. Dans le jardin de ce professeur d'éducation environnementale, il y a plus de 90 espèces de plantes médicinales. Son souhait le plus cher, en installer dans toutes les écoles de la région.
Toujours au Brésil, la ville de Rio a créé un projet pour enseigner aux résidents d'un quartier comment reconnaître et utiliser les plantes médicinales. Une clinique a aménagé la parcelle de terrain où nous sommes pour y cultiver ces plantes et en faire découvrir les bienfaits aux habitants voisins. Toutes les cultures de ce jardin sont encadrées par des professionnels de santé. Ce que souhaite le Haut-Secrétariat, c'est que la population ait un accès gratuit aux plantes médicinales brésiliennes pour sauvegarder la médecine naturelle et échapper à l'industrie pharmaceutique. Ce programme, qui touche aussi les écoles, est destiné à améliorer les conditions de vie des plus pauvres en incitant les familles à utiliser les plantes et leurs vertus plutôt que des médicaments trop coûteux pour elles. Au sud du Bénin, une ONG qui désirait faire passer des messages importants aux villageois a eu l'idée ingénieuse de les attirer en organisant des spectacles de chant et de danse beaucoup plus séduisants. Quand le village est au complet, les organisateurs ménagent des entr'actes pour sensibiliser les spectateurs sur des sujets plus graves. Et aujourd'hui, nous voulons communiquer sur des thématiques précises, notamment le sida. Chaque fois que vous savez, pour le jeune partenaire... Ces interventions itinérantes permettent de mobiliser facilement la population et d'aborder tous les sujets sensibles comme la prévention du sida, la scolarisation, la condition de la femme et l'environnement. Insérer des messages forts entre deux spectacles permet de changer peu à peu les comportements. Nous sommes à présent au Maroc, dans une zone préservée où s'installe un projet immobilier touristique. Un cas d'école bien intéressant et justement, une classe et son professeur de sciences naturelles se penchent sur ce sujet environnemental. Cette zone nécessite une étude d'impact afin de préserver le site historique, la forêt et la bande côtière non constructible. Ici, on a les 4 axes qui nous concernent, qu'on va transmettre aux élèves de l'école à Madrid. En partenariat avec un collège de Madrid, ils échangent via Internet sur les 4 axes essentiels, l'économique, le social, l'environnemental et le culturel. Car sensibiliser ces jeunes élèves à l'environnement, c'est les sensibiliser au développement durable. Cette ancienne usine à gaz, la Fábrica del Sol, classée au patrimoine catalan avec sa grande cheminée de briques et ses jolis bureaux, a été transformée en centre d'activité lié au développement durable. Nous sommes à Barcelone. La Fábrica del Sol, c'est plus de 18 000 visiteurs par an. En général, des personnes adultes, des jeunes et des professionnels qui sont intéressés par les thèmes de l'environnement et du développement durable. Depuis que ces bâtiments ont été restaurés, une visite est organisée pour découvrir tous les aspects de cette rénovation qui a été pensée de façon durable. En plus d'un service d'information sur les énergies renouvelables, le cycle de l'eau ou la gestion des déchets, des activités éducatives sont organisées régulièrement. Dernière destination, au sud de la Thaïlande, sur la célèbre presqu'île de Phuket, où nous allons admirer à la loupe ce monde peuplé d'une multitude de créatures minuscules et colorées, des insectes et des papillons. Ce véritable laboratoire de recherche a pour objectif de préserver ce monde merveilleux et de sensibiliser le public. En les regardant virevolter autour de nous, si beaux et si fragiles, nous apprenons à respecter un trésor que souvent la nature nous cache. Ici, les espèces les plus rares sont élevées pour être remises un jour dans leur milieu naturel. Quoi de plus magique que de rendre l'éphémère durable ? La prise de conscience que les ressources de la planète ne sont pas exploitables de manière exponentielle devient aujourd'hui une évidence. Elles ne sont pas calquées sur la croissance démographique. Elles sont limitées et les déchets liés à leur consommation entament sérieusement l'équilibre naturel, celui des lieux de vie, les biotopes, et des espèces animales qui en dépendent, les biocénoses. Heureusement, de nombreuses initiatives pour une politique de développement durable éclosent ça et là, qu'elles soient spectaculaires par leur dimension et leur coût, ou très simples et ingénieuses, avec des moyens modestes. Ce changement progressif des mentalités provoquera-t-il, par la force des choses, un retour progressif aux équilibres naturels? Contribuera-t-il à limiter la cupidité de ceux qui exploitent de manière inconsidérée la planète, comme la déforestation massive au profit de l'huile de palme? Bien des questions restent à régler. Mais tous ces exemples que nous venons de voir
ne peuvent que nous rendre un peu plus optimistes pour l'avenir de notre planète.